les compléments nutritionnels, c'est absolument indispensable. Pourquoi? Parce que c'est efficace. D'abord, il y a les antioxydants. On sait que la rétine est extrêmement oxydable. Elle reçoit 10 fois plus de lumière que la peau parce que c'est concentré par le cristallin et par la cornée. Le métabolisme est intense. Donc, les antioxydants protègent contre le stress oxydant, évidemment, ça c'est sûr. Et puis, ça améliore aussi la circulation rétinienne locale et en particulier choroïdienne. Donc, vive les antioxydants. Ensuite, les pigments maculaires. Pourquoi la macula est orange? Parce qu'il y a de la zéaxanthine. Donc, lutéine, zéaxanthine, mésozéaxanthine, qui est l'intermédiaire entre les deux. C'est indispensable à la rétine. Pourquoi? Parce que ça filtre la lumière bleue sans les filtres sur les lunettes. C'est naturel parce qu'il y a une protection contre le stress oxydant. Parce que ça améliore les performances visuelles. Ça avait été testé chez des pilotes d'avion, et en particulier en forte luminosité ou le soir. Ça augmente la sensibilité au contraste entre chien et loup. Et enfin, il y a une prévention des maladies et ça reste. C'est-à-dire que quand vous prenez de la lutéine, de la zéaxanthine pendant un temps, ça remonte les stocks et ça reste plusieurs mois. C'est l'étude LAS sur les vétérans américains qui avait montré ça. Et ça, en plus, ça protège du déficit cognitif, ce qui fait que je vais aller manger une courge à midi. Les oméga 3, il y a 70% de la rétine qui est en oméga 3. Je cherche dans mes verres progressifs comment voir l'écran, c'est chiant. Voilà. Et puis, vous vous souvenez, les segments externes, il y a plein de petits virages comme ça. Et bien, tous ces virages ne se feraient pas sans acides gras polyinsaturés. Donc, il faut des oméga 3. Là, je ne passe plus rien, voilà. Ça participe à la régénération des pigments qui permettent juste de voir la lumière. Et en plus, c'est un protecteur, c'est-à-dire que le DHA et l'EPA sont des précurseurs des eicosanoïdes anti-inflammatoires, des chaînes inflammatoires. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, manger méditerranéen, certes, mais ça ne suffit pas. Si vous partez du principe que le patient est malade, eh bien, c'est que son métabolisme ne va pas, donc ça ne suffit pas, il faut complémenter. Et en plus, il y a des études cliniques majeures qui, certes, sont vieilles, mais ce n'est pas parce qu'on est vieille qu'on n'a plus aucun intérêt. Par exemple, le rapport 35 de l'AREDS 1 avait montré que les patients qui avaient été traités par antioxydants 15 ans plus tôt gardaient un bénéfice par rapport aux patients du groupe témoin qui n'avait été traité que 13 ans plus tôt. Eh bien, ils n'ont jamais rattrapé la courbe. Il y avait plus de DMLA chez les patients qui avaient été dans le groupe témoin. Donc, il faut commencer tôt. Non seulement il faut donner des compléments, mais il faut les commencer tôt. Vitamine C. Ah, bah alors. Voilà. Vitamine C, vitamine E, sels minéraux, le zinc. Le sélénium, à l'époque, c'était à forte dose, mais les Américains, ils en prennent des seaux et ça a généré des glaucomes, donc ce n'est pas une bonne idée. Et il faut un peu de cuivre, juste parce que dans l'intestin, c'est le cuivre qui permet de réabsorber les autres métaux divalents, dont le fer, le zinc, etc. Lutéine et zéaxanthine. Donc, il faut ces produits. Il faut aussi du DHA. Pourquoi? C'est l'étude NAT d'Éric Souillette qui l'avait montré. Il avait mesuré le taux circulant d'EPA et le taux circulant dans la peau des globules rouges, donc dans les membranes. Et il avait montré que dans le tertile inférieur, il y avait 3 fois plus de DMLA en 3 ans que dans le tertile supérieur. C'est quand même énorme. Il y a donc une diminution de 68% de l'incidence des néovaisseaux quand vous êtes sous DHA. Bam! Donc il faut en prendre. Au départ, ils avaient mis du bêta-carotène. Bon, il faut remplacer le bêta-carotène par la lutéine et zéaxanthine d'abord parce qu'il y a de la lutéine et zéaxanthine dans l'œil. Le bêta-carotène est une prévitamine A, mais à forte dose, le bêta-carotène favorise le cancer du poumon, donc ce n'est pas une bonne idée. Il y a eu une méta-analyse Cochrane qui a montré que les vitamines antioxydants diminuaient de 28 à 42% le risque de passage à la DMLA, mais lutéine et zéaxanthine diminuait de 10% le risque d'aggravation dans les maculopathies débutantes. Vous n'avez pas grand-chose, vous n'allez pas passer au gros drusen. Et de 48% le passage à des néovaisseaux, ou de 25% le risque de passage à une atrophie dans les formes avancées. Donc c'est quand même vachement bien, hein, pensez à l'atrophie. Voilà, donc c'est intéressant, mais associé aux vitamines antioxydantes. Il faut aussi vitamine B6, B9, B12 pour les femmes. Ça a été montré par une étude WOC
elle s'appelait WOC déjà, de la Blue Mountain, qui montrait que quand il y avait un déficit en vitamine B12, eh bien, ça multipliait par 2 le risque de DMLA, et quand il y avait une association du déficit en vitamine B12 et une augmentation de l'homocystéine, ça augmentait par 4. Donc, il fallait mettre du B12. Et la dernière, donc on sait qu'on n'a pas le pegcetacoplan parce que l'Agence européenne du médicament a refusé ce produit qui ralentissait la croissance des lésions extrafoveolaires de 28% la 2e année, de 42% la 3e année avec des injections mensuelles, 21-28 tous les 2 mois. Le laboratoire Astellas a même carrément lâché la rampe, il a repoussé la soumission de son produit. Ils espèrent avoir des arguments pour convaincre l'Agence européenne du médicament, donc on n'a pas de solution. On n'a pas de solution. Eh bien, en fait, si, on peut avoir une petite solution. Ça vient de paraître en juillet, une analyse post-hoc sur 1500 yeux des études AREDS qui a montré qu'au stade de Drusen séreux ou lorsque comment dirais-je, bref, au stade de Drusen séreux, un régime méditerranéen a un intérêt, donc aux 2 extrémités de la DMLA, une alimentation saine est essentielle, mais que quand vous avez une maculopathie à risque avec soit des drusènes bleus, on l'a vu au début, voilà, une association de drusènes séreux et d'altération de l'épithélium pigmentaire, ou dès le premier néovaisseau, ou dès la toute première petite zone d'atrophie, il faut des compléments nutritionnels parce que ça diminue de 25% le risque d'évolution vers une DMLA néovasculaire, et surtout, vous êtes assis, ça ralentit de 36% la croissance des zones d'atrophie vers le centre. C'est presque aussi bien qu'un pegcetacoplan. Et c'est juste des compléments nutritionnels. La tolérance est bonne, on ne va pas y passer la nuit, mais voilà, ils ont diminué la dose de zinc et ils ont arrêté le bêta-carotène. Donc en conclusion, quand il y a des drusènes séreux, voilà, un simple régime méditerranéen pourrait suffire, mais quand on a un stade de maculopathie à risque, dès le premier néovaisseau ou dès la première petite zone d'atrophie, il faut antioxydants, lutéine, zeaxanthine, oméga 3 et éventuellement pour les femmes B12. On supplémente. Voilà. Et maintenant, la deuxième Isabelle va essayer de vous convaincre du contraire. Mais bon. Merci Isabelle, tu m'as demandé d'être contre. Bon. Mais ne puis-je pas dire... Ça va être difficile, hein. Alors, les petites particularités, suis-je vraiment contre? Tu as parlé de la prévention primaire, finalement tu la résumes au régime méditerranéen. Alors allons-y. Et puis, des formes frontières de la DMLA, celles qui sont plus apparentées, qui pourraient être des formes plutôt génétiques, elles n'ont jamais été testées. On a une incertitude, néanmoins, parce que les populations étudiées sont principalement des populations américaines qui n'ont pas tout à fait les mêmes régimes, pas tout à fait la masse grasse identique, et donc une biodisponibilité de certains micronutriments qui va être différente. Et la place des antioxydants, elle est connue. C'est-à-dire que si on veut diminuer notre risque d'Alzheimer, si on veut diminuer notre risque de cardiopathie, eh bien, prenons des antioxydants. Ça veut dire tous les légumes de la famille du chou. Remettons-le à table, et ça suffit. Ce n'est pas très coûteux. Il y a des effets indésirables possibles, et toute la problématique est quand on dépasse des doses journalières, y a-t-il un risque de toxicité sur des vitamines et des nutriments qu'on élimine dans les urines? Non. Mais sur des structures liposolubles, vous allez les accumuler, et de façon prolongée, ce d'autant que vous êtes plus jeune. On a vu aussi les interactions avec le risque d'augmenter le cancer du poumon. Ce n'est pas anodin. Est-ce qu'on est dans un traitement peu toxique? Et puis, ne pas oublier chez les sujets âgés l'aspect d'une prescription médicamenteuse assez multiple pour lequel vous allez encore rajouter quelque chose. Donc, faut-il donner ce type de supplémentation? Ça représente un coût indiscutable pour les patients, ils le disent souvent, et certains vont être mal à l'aise, vont culpabiliser en disant « je ne fais pas ce qu'il faut pour me protéger ». Et à l'inverse, d'autres vont dire « c'est super, j'ai des comprimés, il ne va rien m'arriver,
je peux continuer à fumer, je peux continuer à manger n'importe comment. Alors, je vais retourner un petit peu à mon domaine d'intérêt après avoir travaillé dans la DMLA. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les autres? Alors, s'il y a un message où là, je suis formellement contre, c'est dans les dystrophies rétiniennes de proposer à tout va de la vitamine A au nom d'une étude qui a été faite dans les années 1970 où on apportait des doses supranormales. C'est des doses excessives. On faisait une surveillance hépatique parce qu'il y avait un risque de stéatose hépatique. On sait bien pour les fêtes de Noël le foie gras, mais chez l'humain, c'est quand même pas l'idéal. Alors, on m'a dit que j'ai une DMLA. Ben là, je suis un peu dubitatif, c'est un peu bilatéral symétrique. Effectivement, monsieur, vous êtes jeune parce que l'atrophie maculaire, c'est plus tardif. Faisons de l'autofluorescence, faisons de l'OCT. Vous avez une préservation fovéolaire, elle va peut-être durer très longtemps. Allons voir votre sœur, parce que là, je vous dis non. Votre sœur n'a pas une DMLA, elle a une maladie de Stargardt, deuxième pic après 55 ans. Donc, si je lui donne de fortes doses de vitamine A, je fais tout pour que la préservation fovéolaire, qui est classique tout de même dans cette entité, soit fortement condamnée par effet toxique. Donc, ne pas oublier d'examiner des apparentés. Après, toutes ces vitamines qui sont liposolubles, ADEC, dans cette vitamine liposoluble, vous avez la vitamine A. Eh bien, il ne faut pas non plus avoir des déficits. C'est une patiente qui a priori une héméralopie d'apparition depuis quelques années, très importante. Elle a un aspect de petite tache blanche, elle a une membrane épirétinienne qu'on retrouve bien en OCT, elle a une discontinuité un petit peu de sa ligne ellipsoïde, mais elle n'a pas de... Cette ligne ellipsoïde disparaît un peu en temporale, mais alors l'ERG, il est indiscutable. Il y a une altération des réponses issues des bâtonnets, on ne les discerne pas pour les faibles stimulations, d'où son héméralopie. Elle a un antécédent de néoplasie, elle a été traitée par résection digestive et globalement, elle a un taux de vitamine A effondré. Donc effectivement, là, une supplémentation en vitamine A est légitime et c'est même plus par voie parentérale puisque son absorption est compromise. Et voilà, j'ai été efficace, j'ai traité cette rétinite pigmentaire avec une restitution ad integrum de sa fonction visuelle et elle peut revoir les étoiles. Mais toutes ces vitamines, méfions-nous des supplémentations à long terme de produits qui peuvent s'accumuler. Donc globalement, vous avez des cas d'hypertension intracrânienne idiopathique par surcharge en vitamine A. Cette jeune femme avait une prise de poids rapide indiscutable et elle adorait l'huile de foie de morue. Ça, c'est rare, je vous l'accorde. Et donc, elle avait effectivement une hypertension intracrânienne. Elle était à 8/10 et sous traitement par Diamox au long cours. Elle a normalisé son fond d'œil. Donc, pensez à toutes ces vitamines liposolubles à des risques d'accumulation. Il y a des toxicités des autres vitamines liposolubles, la vitamine D, la vitamine E, la vitamine K, bien sûr. Donc, je dirais que pour conclure, en fait, et ça, c'est quelque chose qu'Isabelle aime beaucoup, il faut tenir compte de notre patient. C'est très bien les études, mais le patient en face, est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il ne comprend pas? Est-ce que c'est le déclin ou pas? Et que ces patients qui ont 80 ans, certains vont, si vous les interrogez, qu'est-ce que vous mangez? Moi, écoutez, j'ai perdu mon conjoint, je n'ai pas d'appétit et je mange que des choses sucrées. Là, oui, ils vont être en carence, c'est légitime de les supplémenter. Il faudrait peut-être les supplémenter en amont de la pathologie, faire de la prévention primaire. Chez les sujets qui ont des dystrophies rétiniennes, ils sont beaucoup plus jeunes et c'est surtout sur l'alimentation, cet équilibre, du poisson un peu plus pour protéger la fovea, 3 fois par semaine, c'est 100 grammes, ce n'est pas hors de prix de faire 3 fois 100 grammes dans la semaine et de privilégier un régime méditerranéen, d'arrêter de boire des sodas, on n'a pas à se surcharger en glucose, ça a une toxicité. Et il faut booster nos mitochondries, ce sont les antioxydants. On gagne 10 ans en qualité de fonctionnement de notre cœur et en qualité de fonctionnement cérébral aussi. C'est bon à prendre et simplement par l'alimentation. Je vous remercie.